levez la main, je vous permets d'enregistrer avant qu'on démarre tout de suite. Si votre ordinateur, c'est mieux donc d'enregistrer là. OK. Je vais vous permettre donc, c'est quoi ça vient de l'enregistrer, OK. Ensuite, il y avait qui d'autre? Je vois qu'il y a Zainab Ndiaye. Qui d'autre? Qui d'autre? Je vous ai fait baisser la main là, mais après, je n'ai pas retenu vos noms là. OK, c'est bon, baisse la main. OK, qui d'autre? Levez la main. Ceux qui n'ont pas commencé à enregistrer. Aminata Bousso, oui. Baisse la main maintenant pour que je puisse l'activer. Mais toi, tu peux enregistrer, hein? Parce que maman ici est interdit d'enregistrer. Donc, toi, tu peux enregistrer maintenant. Essaye d'enregistrer. Ah non, OK, ça marche. C'était à l'une bonne heure. C'est bon. Voilà. Donc, je crois que c'est bon. Vous appuyez juste sur le bouton enregistrer, hein? Voilà. Donc, on va démarrer donc le chapitre. Alors, comme il n'y a pas de questions, donc nous avons vu, donc je vais faire un petit rappel. Hein. Oui, oui, vas-y, tu peux parler, active ton micro. Pose ces questions. J'ai demandé de poser les questions. Si vous avez des questions, posez-les. Allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, c'est par rapport au calcul de C2. De? C2. Je n'arrive toujours pas à comprendre. C2? Oui. C'est quoi C2? J'ai regardé les vidéos, mais ça arrête. C2. Attends, je vais voir. C'est quoi C2? La quantité de ciment. Ah, la quantité de ciment. Attends. Oui, la quantité de ciment. Ça faut toujours le chapitre 2. Le chapitre 2, je ne sais pas si c'est... Attends, je suis en train d'ouvrir le chapitre 2 en question. Bon, l'ouverture est un peu lente, mais bon. Ici. Est-ce que tu vois ici? Oui.
Okay. Regarde, donc, je crois que j'avais changé un peu ça. Bon, en fait, donc ça, c'est moi qui l'ai choisi comme ça parce qu'il y a plusieurs normes jusqu'à en France jusqu'à présent. Donc, ici, donc, c'est une norme pour la détermination de la quantité de ciment. Bien qu'on sait que c'est l'Eurocode qui est à jour, hein, donc, mais pour la détermination de la quantité de ciment, c'était où? Ça, c'est des attaques. Bon, regarde d'abord. On a ici, je vais essayer d'ouvrir ça, je crois que c'est mieux. Je vais essayer d'ouvrir ça. Voilà. Oh, oh, c'est qui celui-là? Regarde, donc si je faisais juste une comparaison donc, de la classification de l'environnement, OK? Suivant l'Eurocode, on parle de classe d'exposition et là, vous avez donc, suivant l'ancienne norme, on parle de classe d'environnement. Ici, on parle de classe d'exposition et classe d'environnement, OK? Alors, il y a aussi un tableau qui parle, donc, il y a la classification suivant le fascicule FP 1811. Donc, il y a trois normes qui permettent de classer donc, les environnements. Alors, donc pour le calcul du ciment, donc, je suis basé donc sur ça. Je suis basé donc sur ça. Vous avez donc, suivant ce fascicule de documentation, vous avez donc ici 4 classes d'environnement, A1, A2, A3. Il y aura une correspondance. Hein, donc, par exemple, donc, on va voir que la classification A1 est quand même semblable à la classification XA, donc 1 à 3. Quoi. On va voir ça tout de suite. Donc, tu vas voir ça. Regarde par exemple, donc ici, si tu regardes, allô? Si vous regardez donc ici la classe d'agressivité, donc donc on vous dit, cette classe correspond à un milieu faible agressif pour lequel la concentration des agents agressifs est comprise entre, voilà, donc voilà, donc pour le CO2 agressif, on dit c'est entre 15 et 30 mg, ok? Par exemple, donc pour le sulfate, donc c'est entre 250 et 600, l'ammoniac, je crois, non? NH4+, donc lui c'est 10 à 30, et puis sulfate dans les sols, donc 24 sur le site. Donc je vais essayer, donc pour cette partie-là, je vais essayer de comparer à ce que la norme nous dit. Donc ça, c'est le document qui est là, P18, donc ça. Je vais essayer donc, ok. Voilà, non, c'est pas ça, ça. Voilà. Donc ça, c'est suivant le fascicule de documentation. Maintenant, je vais aller donc ici, où le tableau correspond à ça. Voilà. Regarde le tableau là, ici aussi. Le tableau pour la classification de X1. Le CO2 agressif. Là-bas, on avait pas de 15 à combien? C'était 15 à 30. Hein. CO2 agressif, on a de 15 à 30. Sulfate, on a 250 à 600. Donc, si je reviens pour le code nous dit, c'est rapide, lui il dit donc ici, CO2 agressif, on a de 15 à 40. Pour le sulfate, on a de 250 à 600. Alors que suivant le fascicule, on a donc de 250 à 600. Donc, il y a beaucoup de ressemblances. Il y a beaucoup de ressemblances entre les neurones. OK? Donc, si on va continuer, donc il y a après, donc vous allez voir donc aussi donc, les classes d'agressivité A2, A3, A4. Donc, il y a 4 classes d'agressivité. Et en fonction même de ces classes d'agressivité, vous avez donc ici les donc,
Voilà, en fonction de ces classes d'agressivité, vous avez donc les recommandations pour le type de ciment. Donc, là aussi. Donc, maintenant, pour le dosage en ciment, je vais aller. Alors, vous voyez donc ici, ça c'est. Attends, je vais faire comme ça. Non, voilà. Bon, je ne sais pas comment le faire. Voilà, je suis sur l'écran là. Voilà. Donc, vous voyez donc ici, il y a comment on appelle, une classification, vous voyez, une comparaison entre l'environnement suivant le fascicule de documentation de la norme NFP donc 18305 et le fascicule de documentation 18011. OK? Pour lui-là, donc, les cas dispositifs jusqu'à 5C, donc de 1 jusqu'à 5C. Et alors, quelque part, on dit par exemple, alors, une comparaison. On n'a pas de comparaison ici. Attends. C'est de. Je vois, je crois que j'ai mis une comparaison donc ici. Il y a un tableau. Tout ça, ça vient du document là, que j'ai fait, donc le nouveau guide du béton. Voilà. Donc ici, si vous regardez donc ici, bon, ce tableau-là, vous avez ici donc les classes d'agressivité. Donc je cherche donc à avoir donc C2, donc suivant cette norme-là. On a ici nous je crois qu'on était en classe d'exposition XA1. XA1. Donc il faut voir donc ça correspond à quelle classe d'agressivité donc ici, quel niveau d'agressivité donc ici dans le fascicule suivant le fascicule P18 donc 0100. OK. Je crois qu'on avait dit que donc ça correspondait la dernière fois, donc ça correspondait à ça, donc faible agressivité. Je crois que ça correspondait à ça. Et pour les faibles agressivités, donc je reviens ici, je fais juste une comparaison, je vais remonter en haut. C'est les chiffres là que je n'ai pas vus, donc dans ce tableau-là, je crois que c'est ici. Ça doit être ici. Ah, voilà. Voilà, ça est là. Donc par exemple, ici, regarde, l'environnement ici, on dit le 5A là, donc c'est bien ça, voilà. Donc je vais le mettre en diapositive pour que vous voyez bien. Voilà. Regarde le 5A. Le 5A, on vous dit que c'est un environnement faiblement agressif. Donc, classe d'agressivité a défini précédemment. Donc, c'est-à-dire défini suivant la norme, le fascicule de documentation que je vous ai montré donc, tout à l'heure. OK? Donc, la classe 5A. Donc, si, comme nous, on est en classe d'agressivité, donc 5A, on peut chercher la quantité de ciment, donc suivant cette indication-là. Et le tableau, donc ici, nous dit. Ce tableau nous dit donc, lorsque vous êtes en classe d'exposition, donc 5A, puisque c'est notre cas, on est en milieu faiblement agressif. Donc, ça veut dire que si vous êtes en béton armé, voici donc la quantité de ciment qu'il faut, 330. C'est pourquoi nous, on avait donc, je crois pour C2 aussi, on avait 330, mais aussi pour la norme, suivant la norme aussi, on avait un minimum donc, de 330. Donc, les valeurs qui sont indiquées ici sont des valeurs minimales. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. OK? Voilà. Donc, pour la quantité de ciment C2, on s'est basé donc sur le fascicule de documentation P18 donc 0100 et la norme NFP 18 donc 305. OK? Donc, pour cela, on a fait une comparaison chimique entre des agents agressifs entre la classe d'exposition XA1 et la classe d'exposition agressive donc A1. OK? Donc, A1, donc, on a pratiquement les mêmes valeurs. Donc, compte tenu de ça, donc, si on vient sur ce tableau-là, on voit que, suivant ce tableau-là, la classe d'agressivité, donc ici, A1, et correspond à la classe, qu'on appelle 5A. Et sur la classe 5A, voici la quantité de ciment si vous êtes en béton armé. Donc, la quantité de ciment donc, est là. Malheureusement, donc, ça ne change pas sur les colonnes. Donc, c'est un peu ça ça ne change pas beaucoup pour les colonnes. Donc, c'est ça qui est bizarre. Donc, à partir de là, donc, on a les mêmes quantités pour le béton non armé, béton armé, et ainsi de suite. OK? Mais ça dépend de la composition chimique en réalité. OK? Voilà. C'est bon?
Oui, c'est bon. Voilà, il faudra lire ce livre-là, comment on appelle, le nouveau guide du béton. Je ne sais pas c'est à quelle page, hein. Donc la dernière fois j'ai amené ça, mais j'ai oublié la page correspondante. Mais vous lisez, vous pouvez taper, par exemple, classification des environnements, comme ça, et vous allez voir donc les parties concernées. Il faut lire tranquillement. Il y a beaucoup de données là-bas. Bien. Donc, je vais fermer ça. Donc, y a-t-il d'autres questions ici? Donc, monsieur, c'est pas la peine de passer par la valeur E sur C. E sur C. Oui, E sur C. Non, j'ai déterminé par plusieurs... J'ai déterminé la quantité de ciment selon plusieurs manières. Selon donc, les valeurs des normes. Donc, je suis basé d'abord sur... je suis basé d'abord sur les normes. Alors, ça, c'est qu'il y a une norme. Non. Je me suis basé d'abord sur les valeurs minimales données dans les normes. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Je me suis basé sur les valeurs minimales des normes. Ensuite, on a fait le calcul donc, selon DRE. Donc, les normes, il y a 3 normes. Hein. Il y a 3 normes, donc ça, il faut le comprendre. On a 3 normes. Attends, je crois qu'il y a un tableau. Ah, où est-ce que je suis? Donc, ça, c'est... Oh, j'ai fermé la page, là. Où est-ce que j'ai mis le tableau? Voilà, ça est là, regarde. J'ai déterminé d'abord donc la quantité de ciment suivant les normes. Monsieur. Suivant ce nombre-là, quand vous êtes en classe disposition X à 1, vous trouvez que la teneur en lien donc, équivalent donc, est égale à 330. OK? 330, donc ça est là. Ça, c'est suivant la norme NF, ce que j'ai appelé donc C1. Ce que j'ai appelé donc quantité C1. Ensuite, C2, donc je l'ai déterminé suivant l'autre norme. Donc, suivant la norme donc fascicule documentation et NF. Ensuite, donc, troisième, je crois, donc ça est là. Ensuite, troisième, donc c'était suivant la méthode de Dregoris. Oui? Est-ce que vous avez reçu le fichier que je vous ai envoyé, le fichier Word, non? Non, non. Non, le jour, quand on faisait donc le calcul là, je vous ai permis de... je vous ai envoyé, donc je crois, envoyé la vidéo. Oui, c'est ça, il faut regarder ça. Donc, on n'a même parlé de la méthode, comment on va déterminer donc, tout ça, donc comment faire le calcul, tout ça, on a montré ça là-bas. Si vous regardez tranquillement, donc après vous revenez donc la prochaine fois. Oui, mais c'est tout quand j'ai regardé tranquillement, même avec les vidéos. Je n'ai pas pu comprendre. Oh, mais maintenant tu as compris ou tu n'as pas compris jusqu'à présent? Pour C2, c'est bon, maintenant c'est C4 qui pose problème. C4. C4, c'est où? Ça est là? Ici, oui. Au C4, donc ça c'est extrait d'un document, je ne crois pas que vous le trouvez donc dans la littérature. Hein. Je ne crois pas que vous le recevez donc sur Internet. Hein. C'est un document que j'ai ici. C'est un document fait par Sika. Je ne sais pas si vous connaissez Sika. Vous ne connaissez pas. Sika, c'est une entreprise qui fabrique des adjuvants pour béton. Ils sont implantés juste après Diamniadio, en allant vers Sébi Ponti, je crois. En allant entre Diamniadio et Sébi Kotan, donc à gauche là-bas. Ils sont là-bas, ils ont l'origine là-bas. Bon, ils sont basés donc sur la méthode de DRA, donc je crois que c'est pratiquement la même chose. Et si vous avez donc c'est le volume, donc si vous avez le volume, vous pouvez déterminer facilement donc la quantité parce que vous connaissez la masse volumique donc du béton. Regardez comment c'est fait donc ici pour le volume.
le volume des fines, hein, donc si on parle de volume des fines, c'est à peu près, c'est particulièrement le volume donc, des grains de ciment. C'est la partie la plus fine. Donc, c'est égal à 200, le volume des fines, c'est égal à 220 racine cinquième de D. Donc, racine cinquième de D, ça veut dire c'est racine, c'est D à la puissance 1 sur 5. 1 sur 5, c'est égal à 0,2. Ce que vous voyez donc ici. C'est les mêmes formes qu'on avait. Oui, ça, c'est ici. Voilà. OK? Donc, si vous avez, vous voyez donc la quantité de volume donc, dépend en réalité de la quantité de ciment, plutôt du diamètre donc, des grains. Le volume des fils dépend donc du diamètre des grains. Donc, vous voyez donc sur cette ligne-là, par exemple, donc si au fur et à mesure que D va augmenter, donc le volume optimal donc, va diminuer. Le volume optimal donc, va diminuer. Et comme nous, je crois qu'on avait un diamètre, donc je ne sais pas si c'était 8,16 ou 16. Des max, c'était 8,16. C'était ça? 16, oui. Oui, on peut faire une interpolation entre 16 et 20. Ça nous donne aussi donc, la quantité de volume qu'on veut. Si nous connaissons la quantité de volume. Monsieur, on connaît le diamètre. C'est 16. On ne peut pas prendre directement 125. C'est 16 qu'on a. Pour nous, c'est 16. Oui, c'est 16. On prend, donc, on prend ici 125 millions, la valeur minimale, la valeur optimale. Il y a la valeur maximale, la valeur minimale et la valeur optimale. Donc, ça, c'est le volume. Donc, si vous connaissez le volume, vous pouvez connaître la masse. Donc, la masse, ça va être le volume multiplié par la masse volumique. Et la masse volumique du ciment, donc, c'est 3,1. OK? Ça va vous donner donc ici la quantité qu'il faut, la quantité donc, de ciment qu'il faut. OK? Ça, c'est litres par mètre cube. Donc, ça veut dire qu'il y a, c'est pas, donc, dans le cas, ça va être 125 litres de ciment par mètre cube de béton. Si je veux le transformer en kilogrammes, je vais multiplier donc ce volume-là multiplié par la masse volumique du ciment, qui est égale à 3,1. Cette valeur est pratiquement donc, stable. Donc, la valeur ne varie pas, donc 3,1. Ça tourne autour de ça. Okay. Ce qui nous a permis d'avoir donc la quantité, donc ici, C4. N'est-ce pas? C'est bon? Oui? Monsieur? Oui? Avec la formule que vous avez donnée pour le volume des fils, si on calcule, on trouve 126, et quelques. 126,35. 126,35. Et ici, on a écrit volume optimal. 125. Ah, il y a, donc, tu as pris ça? On va prendre. Ok, tu as pris ici donc oui. 220 divisé par 16. Divisé par. Tu as fait comme 125 virgule. 125 virgule. 126,35. Ouais, bon, il y a plus donc. 126,35. Oui, je vois. Bon. C'est pas grave, regarde. Même sur l'Eurocode. Quand tu vois le tableau 3.1, ah, on n'est pas encore arrivé là, vous n'avez pas vu ça. Mais ça va être clair, regarde. Quand l'Eurocode va voir ça bientôt, va voir le béton armé. Le tableau 3.1, il y a les valeurs donc, données dans ce tableau-là. Donc, comme les valeurs sont données dans ce tableau-là, on les appelle des valeurs normalisées, parce que c'est donné dans une norme. Mais les valeurs qui sont dans ce tableau-là sont données aussi donc, par une formule. Quand vous calculez avec la formule, vous trouvez donc des virgules comme ça, donc ce n'est pas des valeurs exactes. Ça tombe avec des virgules. Or, dans le tableau, on a donné des valeurs exactes. OK? Donc, les deux sont valables. Vous pouvez donc prendre cette formule-là ou bien prendre donc, la valeur qui est dans le tableau ici. OK? C'est à vous de choisir, mais la différence n'est pas tellement grande. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout ce que nous sommes en train de faire ça, malgré tout ce que nous sommes en train de faire, les résultats que nous allons avoir, on va pouvoir donc les confirmer par les essais. Quelqu'un peut choisir donc de travailler avec la quantité de ciment C1, d'autres choisissent donc la quantité de ciment C2, ainsi de suite. Après, il va faire les essais. Donc, s'il fait les essais, donc les résultats qu'il va obtenir, donc si ces résultats donc, sont différents donc, des résultats théoriques que nous, on s'est proposés,
alors il y aura des corrections à faire. Peut-être que celui qui a pris la quantité C1 n'aura pas, on va avoir de la correction sur la quantité de ciment. Celui qui a pris la quantité C4 n'aura pas de correction sur la quantité de ciment. Donc, il y aura d'autres corrections à faire, notamment donc, la quantité des autres granules à mettre. OK? Ça marche? Donc, ça, si vous regardez au niveau de... Oui, vas-y. Si je prends le volume multiplié par la masse volume, je ne trouve pas la même chose que vous. Vous trouvez combien? Attendez, je vais voir. Allô? Allô? Oui, monsieur. Oui? On a donné masse rho C, la masse volumique. C'est égal à 3,1. Rho ciment. Moi, je veux savoir ce que toi, tu as trouvé qui est différent de notre valeur. C'est ça que je veux savoir. Tu as dit que tu n'as pas trouvé les mêmes valeurs. Oui. 387,5. On a trouvé combien? Je vais vérifier. Bon, en attendant, en tout cas, on va... Je vais monter, donc je reviens donc, en attendant qu'elle trouve donc, son résultat. Les corrections, les corrections, ici où on a les corrections. Donc, comme passé, donc ça c'est bon. Donc, okay, c'est pas ici. Voilà. Relative aux corrections donc de compacité. Non, ça c'est compacité. Ça, donc, j'ai besoin. C'est la correction. Correction sur la formulation. Donc, ouais, donc sur la formulation du béton, on peut corriger donc la quantité de ciment. On peut corriger la quantité de ciment. On peut aussi corriger donc la quantité de granulats. OK? On peut aussi, je crois donc c'est les deux paramètres, hein, donc quantité de ciment et quantité de granulats. OK? Donc, c'est les deux corrections qu'il faut faire. Donc, suivant la quantité de le choix de votre C que vous allez prendre, donc il y aura forcément donc, des corrections à faire. Okay? Quantité de granulats, donc voici comment on fait donc, comment on appelle la correction. Ça, c'est un exemple que j'ai donné, donc je crois que ça vient donc, du même livre. Hein, donc, je parlais donc le nouveau guide du béton. Comment on fait donc la correction. Vous regardez bien là, vous allez voir, donc c'est pas difficile à comprendre. Mais nous, dans le cas de notre cours, on ne peut pas l'entamer parce qu'on n'a pas fait des essais d'écrasement donc pour savoir ni de slump test, parce que même si le slump test, il y a une correction à faire. On n'a pas fait des essais donc, pour pouvoir faire, donc, envisager donc, les corrections. Ce qu'on peut vous montrer, c'est juste les méthodes, donc, les voies et moyens qu'on doit utiliser donc, pour apporter donc, ces corrections-là. Okay? Donc, c'est pourquoi cette partie-là, on n'a pas développé dans le TD. Peut-être que j'aurais dû donner, donc, par exemple, les valeurs, j'aurais dû choisir donc, des valeurs quelconques, hein, obtenues par les essais, donc slump test, et puis quantité de la résistance après écrasement 28 jours, et aussi voilà, la quantité de ciment. Bon. Mais c'est juste des formules qu'il faut appliquer. OK. Monsieur, merci, c'est bon, je me suis retrouvée. Tu t'es retrouvé? Oui. OK. Bon, cela dit, il faut qu'on entende donc ce chapitre-là. Je voulais qu'on commence au moins, sinon on ne va pas s'en sortir. Parce que je crois qu'il va nous laisser donc une seule séance. Hein. Aujourd'hui, donc, le prochain va terminer. Voilà. Et...
c'est ça. Alors, regardez donc, donc ça, donc, on va voir le chapitre là. Le chapitre, donc, j'ai appelé donc mise en œuvre et spécification des bétons. Parce que dans les appels d'offres, lorsque vous faites donc des appels d'offres, il y a des spécifications que vous devez donner au béton. Quelle est la résistance du béton? Quelle est la classe d'exposition? Quel est le système test qu'il faudra avoir? Quel est le D-max des granats qu'il faudra avoir? Donc, ça, c'est le monsieur, donc, on va avoir, donc, on appelle le spécificateur, donc, qui formule les bétons, qui va donner donc, toutes ces indications-là. Et ça fait donc, dans cette partie-là, donc, parce qu'on a travaillé jusqu'à présent sur la norme NFE N206. Donc, là, la clause 6, ou la section 6, je crois, de l'Eurocode, on parle de mise en œuvre et spécification donc, des bétons. Okay, je lui mets donc spécification donc, avec S. Okay. Donc, pour cela, donc, ça c'est, alors ces livres-là, ce qu'on appelle, donc, c'est ce livre-là dont on parle, donc, Georges II et Jean Festa, ok? Ça c'est le nouveau guide du béton. Vous avez donc ce fichier-là, celui-là, donc, je ne l'ai pas encore acheté, mais celui-là, donc, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Ok. Jean-Michel Torrenti, ok. Alors, celui-là, donc, il a beaucoup de, il travaille donc sur les nouveaux matériaux aussi, hein, les matériaux pour le béton, donc les polymères renforcés à base de fibres. Il est très connu là-bas, Jean-Michel Torrenti. Voilà. Donc, pour faire, donc, on va d'abord commencer par les définitions, les spécifications, puisqu'on a parlé de mise en œuvre et spécification des bétons. Donc, la spécification, c'est une compilation finale des exigences techniques documentées, transmises au producteur. Le producteur, donc celui qui fait le béton, qui est le producteur de béton. Donc, c'est la compilation finale donc, des exigences techniques documentées, transmises au producteur en termes de performance ou de composition donc, de béton. Une composition de béton. Le prescripteur, le gars qui prescrit le béton, donc ça peut être une entreprise aussi. Hein. C'est une personne physique ou morale. Voilà, donc, c'est une entreprise ou c'est une personne physique qui établit la spécification du béton frais et durci. Donc, celui qui fait donc, la spécification, celui qui va faire donc, la compilation finale des exigences techniques documentées, donc il va transmettre au producteur. Le producteur, on vous dit donc c'est la personne physique ou morale produisant donc du béton. Donc, ça peut être une entreprise, ça peut être une personne physique. Essai initial. Donc, essai initial, donc, c'est un essai ou des essais donc, destinés à vérifier avant le début de production. Donc, la façon dont un béton nouveau ou une nouvelle famille de béton doit être formulée pour satisfaire à l'état frais comme à l'état durci à toutes les exigences spécifiées donc, ici par le prescripteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'entamer un chantier, il faut d'abord faire la formulation du béton. Parce que quand vous avez un chantier, on vous dit par exemple, ce chantier-là, donc on est en classe d'exposition telle, on va avoir un slump test est égal à 7 cm par exemple, 70 mm. On va avoir une résistance au 28 jours qui est égale à 30 MPa. On dispose des granulats de sable, on dispose des granulats basalte ou bien, je ne sais pas, donc calcaire, donc peu importe. Hein, okay? Voici le granulométrie, donc on a 3, 0, 3, 3, 8, ainsi de suite, 8, 16 ou 8, 20, tout ça. Donc, à part de là, donc, vous allez faire donc, les essais avant le démarrage des chantiers, ce qu'on appelle les essais initiaux. Donc, après, vous allez faire donc, les tests, vous allez faire aussi, comment on appelle, les essais d'écrasement, donc tout ça, ou traction même, ok. Et ces essais-là, donc, s'il y a des défauts, donc, vous allez essayer donc, de les améliorer jusqu'à avant le démarrage donc, du chantier, donc avant le démarrage de la production du béton, la production lui-même. Okay? Donc, les essais initiaux sont destinés à vérifier avant le début donc, de la production ou donc, du chantier la façon dont un béton nouveau, donc c'est vous faites un béton nouveau parce que donc, les matériaux sont nouveaux, ou une nouvelle famille de béton doit être formulée pour satisfaire à l'état frais comme à l'état durci. L'état frais, donc, c'est souvent donc, la compassée, on va dire donc, plutôt le slump test. Et l'état durci, donc, c'est par rapport aux essais d'écrasement. L'essai de conformité, donc, c'est l'essai effectué par le producteur pour évaluer donc, la conformité donc, du béton. Donc, ça, c'est des essais supplémentaires par rapport à ça. Ça peut être après donc, production. Donc, après que l'essai initial donc, est fait, donc, on va faire l'essai de conformité. Lorsqu'on va entamer donc, la production, on va voir est-ce que le béton que nous avons produit est conforme donc, aux exigences donc, données par le prescripteur.
Donc, l'évaluation de conformité, c'est un examen systématique du degré de satisfaction donc, produit aux exigences donc, spécifiées. Ça peut se faire donc, par un organisme extérieur qui va venir donc, tester votre béton et voir est-ce que votre béton donc, résistance répond aux exigences donc, spécifiées donc, au départ. Voilà. Donc, ça, c'est les définitions qu'il faudra comprendre. Ensuite, vous avez donc ici ce qu'on appelle le prescripteur. Donc, on en a parlé donc, un peu ici. Ce que j'ai dit, donc, prescripteur, donc ça est là. Maintenant, on va voir donc, le rôle du prescripteur. Donc, le prescripteur de béton donc, doit prendre en compte l'utilisation du béton frais et durci. Il faut qu'il sache donc, le béton frais qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser donc, dans quel cas est-ce que le ferrage va être serré, est-ce que le ferrage va être serré, est-ce que c'est un béton pour escalier, est-ce que c'est un béton pour dalle, ainsi de suite. L'état durci, donc, il faut qu'il tienne compte aussi donc, de la résistance qui est attendue donc, au 28e jour d'âge. Comme je le dis toujours, donc, le 28e jour d'âge, c'est la résistance contractuelle. Ça veut dire que si vous produisez un béton et qu'au 28e jour d'âge, donc ce résistance n'est pas atteint, donc ça veut dire que vous n'avez pas donc respecté le contrat. Donc ça veut dire qu'il faudra revoir donc, votre formulation. Et en principe, on peut tolérer, donc, si vous avez déjà coulé donc, des éléments avec ça, on peut tolérer jusqu'au 90e jour d'âge pour faire encore d'autres tests. Si malgré les 90 jours d'âge, on n'atteint pas donc, la résistance qu'il faut, donc, on est obligé donc, de démolir donc, la structure et de reprendre avec un béton bien formulé. Donc, le prescripteur aussi donc, doit tenir compte donc, des conditions de cure. La cure, c'est quoi? C'est une façon d'empêcher l'eau d'échapper l'eau du béton d'échapper. Parce que quand l'eau du béton échappe, donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que il va y avoir donc, des fissurations en surface. Donc, ça, c'est ce qu'il faudra éviter donc, au plus. Okay? Il faut donc, parce que la fissuration donc, va entraîner donc, la vulnérabilité donc, superficielle donc, du béton. Les dimensions de la structure développement de chaleur, donc est-ce qu'on a un béton, est-ce qu'on a donc un ouvrage massif à faire, donc c'est lorsque l'ouvrage est massif, on a vu donc quels sont, est-ce que donc les ciments qu'on appelle faible dégagement de chaleur ou fort dégagement de chaleur. Donc, okay. Les agressions environnementales auxquelles donc, la structure est exposée. Donc là aussi, donc, le prescripteur donc, est tenu donc, de tenir compte donc, de ces conditions-là. Quelle classe d'exposition? Parce qu'en fonction de la classe d'exposition, on pourra dire quel est le type de ciment le mieux adapté ou donc, quels sont les adjuvants qu'il faudra mettre. Si, par exemple, je prends le cas, donc, si dans le cas des sols ou bien donc, des piscines, on peut dire par exemple, donc, il faut mettre donc, des hydrofuses de masse pour empêcher l'eau d'entrer dans la masse du béton. Donc, il faut connaître forcément donc, toute exigence sur les granulats apparents ou les finitions donc, des surfaces. Alors, si vous cherchez à avoir donc, des finitions, des surfaces très lisses, vous êtes obligé donc, de mettre de plus de fines. Toutes les exigences liées aux épaisseurs de recouvrement et à l'épaisseur minimale des sections. Par exemple, des dimensions maximales et des granulats, ou des max. Donc, c'est intéressant. On va voir donc dans la spécification, on peut parler de Dmax. Toutes les restrictions d'emploi des conscients avec aptitude à l'emploi établies par exemple en fonction de la classe d'agressivité environnementale. Donc, il y a des constituants, donc par exemple des granulats qu'on peut dire, donc on ne peut pas les utiliser. Donc, par exemple, s'il y a des granulats qui gèlent lorsqu'il fait froid, on peut dire donc on voit pas donc ces types de granulats parce que nous sommes dans un environnement où en hiver, par exemple, donc, il fait très froid, donc les granulats donc peuvent prendre du volume et par conséquent donc éclater donc le béton à l'extérieur. Donc, on peut donc aussi donc donner des restrictions sur les constituants. Donc, le prescripteur doit donc s'assurer que toutes les exigences pertinentes pour obtenir donc les propriétés nécessaires donc du béton sont incluses dans la spécification donnée au producteur. Ok. Donc il faut qu'il s'assure que lui qui est prescrit donc que toutes les exigences pertinentes donc soient transmises au producteur. Maintenant c'est au producteur donc de respecter ces conditions là que le prescripteur a données. On va voir comment on dit on écrit donc un béton à propriété spécifiée. Donc en fonction donc de ça le producteur est obligé donc de répondre aux exigences.
prescrire, donc le prescrire, donc toujours prescrire toutes les exigences donc, sur la propriété du béton qui sont nécessaires au transport. Oui. Le transport du béton, parce que le lieu de fabrication du béton peut être loin donc, du lieu de mise en œuvre du béton. Donc, la livraison, le transport et la livraison. Comment expliquer ça? Donc, pour avoir une centrale, hein, donc pour les chantiers très importants, pour avoir une centrale de béton qui se trouve par exemple à je sais pas, si vous avez donc, je vous dis par exemple, si vous construisez un pont, par exemple, le pont de Ouad-Fall qui vont démarrer bientôt, au croisement de Ouad-Fall, là, ils devaient bien commencer par Cambérène, au croisement Cambérène, mais ils ont dit qu'ils vont commencer par le Ouad-Fall, je ne sais pas pourquoi. C'est à bout de Pékin, à l'entrée de l'autoroute, ils vont commencer bientôt les travaux. Alors, à côté là-bas, bon, s'il n'y a pas de place pour faire une centrale de béton, donc on est obligé donc de chercher un endroit un peu plus loin pour faire donc une centrale à béton. Parce qu'il y a certains coûts là donc, qui sont très continus. Okay? Dans ce cas, donc, il y aura le transport du béton et il y aura donc la livraison. Donc, il faudra aussi que le prescripteur tienne compte de ça. Si le lieu de production donc, du béton et le lieu de mise en œuvre du béton sont très éloignés, il faut tenir compte donc, de la durée de transport. Parce qu'on dit qu'en réalité, donc, dans les normes, donc, on dit que lorsqu'on met le béton dans les toupies, là, donc les bennes, les malaxeurs, donc la durée, le délai entre la mise l'introduction du béton et la livraison, donc ça ne doit pas dépasser 1h30. 1h30 maximum, je crois que c'est 1h30. Donc ça doit pas, donc le transport du béton ne doit pas dépasser 1h30. Donc il faut tenir compte donc, de tout cela, il faut tenir compte donc, de toutes ces exigences. Si vous avez produit du béton, je ne sais pas, à Dakar, la centrale de béton se trouve par exemple à Padoua, il faut tenir compte de l'embouteillage, hein, surtout le matin. Si vous devez faire donc, la mise en œuvre le matin, vous voyez donc le matin, donc, il y a trop d'embouteillage sur la route. Si vous devez faire donc, plus d'1 heure de temps, alors donc, ne produisez pas du béton, attendez que, ou bien vous pouvez utiliser donc, les sirènes, hein, vous pouvez utiliser donc, avec l'État, donc les sirènes pour dégager un peu la voie pour passer. Donc il y a tout ça. Donc, et il y a aussi donc, une autre exigence, on vous dit aussi, entre la livraison du béton dans les malaxeurs et, comment on appelle, l'introduction du béton dans les coffres, ça ne doit pas dépasser 2 heures de temps. Le transport, c'est 1 heure de temps, mais l'introduction aussi, donc ça ne doit pas dépasser 2 heures de temps. Donc, il y a un délai, donc tout ça, ça ne doit pas dépasser les 2 heures de temps. Voilà. Au compactage, donc, le compactage aussi, c'est la vibration. En réalité, donc, pour avoir un béton compact, il faut bien vibrer. Si vous faites l'expérience, lorsque vous regardez, je sais pas, donc, tous les gens qui font du béton, qui construisent des immeubles, ils n'ont pas le père vibrateur. Mais si vous regardez les entreprises qui ont, ou bien donc les tasserons qui ont ces pères vibrateurs-là, lorsqu'on fait le béton frais, on le met dans le coffrage et que vous introduisez le père vibrateur, vous allez voir donc les bulles d'air donc en partie supérieure. Donc, ça veut dire que le béton contient de l'air. Donc, il va expulser donc l'air en partie supérieure et va bien tasser donc les granulats. Donc, c'est pour dire que le béton va être très compact. Il y a aussi les conditions liées à la cure donc, que doit préciser donc, le prescripteur. Il y a tout le traitement ultérieur. Donc, la cure, on va voir, donc, il y a une partie qui est réservée à ça parce que la cure, ça dépend du développement de la résistance. Okay? On va voir un tableau qui correspond à ça, la durée de cure en fonction du développement de la résistance. Okay? Attends, il y a des textes que j'ai mis que je ne vais pas lire. Les bétons coulés à place d'un bâtiment, donc si cette norme définit donc les bétons de structure en plus d'explications relatées, les responsabilités des prescripteurs responsables, ok, et des producteurs. Il faut donc les règles précises concernant l'explication, ok. Bon, elle impose au prescripteur, donc bon, ça c'est définition, ok. Partie responsable des essais initiaux, donc les essais initiaux doivent être faits, relève donc la responsabilité du producteur. Pour les bétons, ce qu'on appelle donc les bétons à propriété spécifiée par le prescripteur. C'est le prescripteur qui va lui proposer donc les spécifications et donner les spécifications au producteur avant le démarrage. Donc ça, les essais initiaux, c'est avant le démarrage donc, de production. Donc, ça, donc on dit pour les bétons, les BPS, on appelle donc les bétons à propriété spécifiée, c'est la responsabilité du producteur. Ensuite, les essais initiaux sont de la responsabilité des prescripteurs, donc pour les bétons à composition prescrite.
Donc, lorsqu'on donne une composition du béton, on vous dit qu'il faut une quantité de ciment, il faut une quantité de granulat, tout ça. Donc, lorsqu'on précise donc cela, c'est l'essai initial donc fait donc par le prescripteur. Et les essais initiaux donc relèvent donc de l'organisme de normalisation donc, pour les bétons à composition prescrite dans une norme. Lorsqu'on parle de norme, donc vous avez deux types de béton. Donc, béton à propriété spécifique qu'on appelle les BPS. Ensuite, vous avez donc les bétons BCP, qu'on appelle les bétons à composition prescrite, et aussi donc les bétons à composition prescrite dans une norme. Donc, ça dépend de l'organisme de normalisation. Bon, je vais sauter ça, donc c'est pas la peine. Voilà, donc ça c'était un peu les précisions que je voulais apporter donc, par rapport à ce que nous allons voir. Donc, c'est pas très long ce qu'on va voir en réalité. C'est pas très long. Les spécifications en introduction, donc les spécifications des propriétés du béton ou la prescription de sa composition doit se faire sur la base des résultats, donc des essais initiaux. C'est pourquoi donc c'était important de connaître c'est quoi l'essai initial et des informations provenant d'une longue expérience acquise avec un béton comparable. Donc il y a des entreprises avec les granulats qu'ils ont eu à faire donc avec les matériaux donc granulats, tout ça, sable, gravier, tout ça. Si vous demandez un béton de 35 MPa, ils savent quelle quantité de gravier ils doivent mettre, quel type de ciment ils doivent mettre, donc ils le savent. Si vous demandez un béton de 25 MPa, donc ils le savent. Donc ils ont gardé ça dans leur livre. Donc ça permet d'aller vite aussi. Le prescripteur doit s'assurer, mais ça c'est ce qu'on a vu donc. La spécification doit, si nécessaire, donc inclure toutes les exigences particulières, par exemple pour obtenir un béton architectonique d'un béton qui répond donc à certaines exigences architecturales. La norme NF 206-1 distingue deux types de béton, donc les bétons à propriété spécifiée et les bétons à composition prescrite, et les bétons aussi à composition prescrite, mais cette fois-ci dans une norme. Pour les bétons à composition prescrite, c'est la responsabilité du prescripteur de s'assurer que les prescriptions sont conformes donc, à la norme et que la composition prescrite est capable d'atteindre les performances attendues pour le béton, aussi bien à l'état frais qu'à l'état durci. Donc ça, on a dit. Le prescripteur doit tenir et mettre à jour la documentation venant à l'appui de la prescription. Donc lui aussi donc, doit avoir une liste, on va dire un document qui trace donc les essais effectués donc, pour avoir donc, les performances attendues. Dans le cas des bétons à composition prescrite dans une norme, cette tâche est de la responsabilité de l'organisme national de normalisation. Donc, ça peut être, dans le cas, ça peut être l'AFNOR, en France, donc l'Association française de normalisation. C'est un organisme de normalisation. Les bétons à donc vous voyez donc ici, on va essayer donc de différencier ce qu'est un béton à propriété spécifiée. Puisqu'on a dit donc ça dépend donc ça dépend du prescripteur. C'est les prescripteurs qui désignent donc ça. Donc le béton à propriété spécifiée, c'est un béton pour lequel les propriétés requises et les caractéristiques supplémentaires sont spécifiées par le prescripteur au producteur. Okay? Quelles sont les responsabilités des différents acteurs? Ça, c'est une question. Okay? Les responsabilités des différents acteurs, donc on a le prescripteur et le producteur. Prescripteur et producteur. Il y a aussi l'organisme de normalisation. Donc ça, vous remontez tout ce qu'on a vu pour répondre à ces questions. Okay? 3A, données de base. Les données de base pour les bétons BPS. Donc, vous avez d'abord, il faut que le béton soit conforme à cette norme-là. Exemple de conformité. Donc, ça veut dire qu'on va entrer en premier lieu que le béton est conforme à cette norme-là. Deuxièmement, il faut que donc, le prescripteur écrive que ce béton-là, je veux une résistance donc, de 25 MPa par exemple. Il faut dire que je veux une résistance de 25 MPa ou de 30 MPa. Okay, donc, la classe de résistance à la compression. Quatrièmement, il doit donner aussi la classe d'exposition. Donc, il faut dire que ce béton-là est destiné à une classe d'exposition X, C, X. Donc, ça permettra aussi donc, de choisir le type de ciment, ou le rapport E sur C aussi. La dimension maximale des grades, donc c'est très important. Donc, vous pouvez dire, donc, je veux donc, des grades à la maximum 16, puisque nous,
max. Puisque nous, dans notre cas, par exemple, on a des granulats donc de 16. On peut dire donc D max est égal à 16. Ensuite, la classe de consistance, on peut dire donc on voit une classe de consistance, donc S2, sans préciser exactement est-ce qu'il faut mettre 70 mm ou 60 mm, ainsi de suite. OK. Et ensuite, donc, les classes de chlorure pour le béton armé. En réalité, il y a 4 classes de chlorure. Donc, pour le béton, je crois qu'on a les classes 0,2. C'est pour le 3. Ça, c'est pour le béton armé. On va voir tout là. Je crois que vous voyez chez moi. Voilà. Alors, les classes de chlorure sont là. Donc, je vais répondre juste à cette classe, les classes de chlorure. OK. Donc, il y a 4 classes. Donc, ça est là. Vous avez donc la classe 1, donc béton non armé. Classe de béton armé, mais avec du ciment CM3. OK. Classe 4, c'est du béton armé le plus courant. Et puis, donc, le béton préconditionné, c'est la classe 0,2. Donc, ça veut dire que le chlorure donc, est toujours présent dans le béton. Il ne faut pas croire que le chlorure, donc, c'est uniquement au niveau donc, de la mer. Hein. Donc, le chlorure peut être présent. Donc, ça peut venir donc, soit des granulats, soit ça peut venir donc, de l'eau, donc, de malaxage, donc tout ça. OK. Voilà. Une minute, s'il vous plaît. OK. Donc, ouais, donc ici, on a les 4 classes de chlorure. Hein, les 4, donc, taux maximal des ions chlorure apportés à la masse de ciment. Okay. Alors, donc, ça veut dire que ça peut être pour le béton de propreté. Donc, c'est tolérant pour le béton de propreté parce qu'il n'y a pas d'armature. Ça peut être aussi pour le gros béton. Okay. Si c'est du béton armé, donc si la classe de chlorure donc, est 0,65, donc ça veut dire qu'il faut aussi donc, des ciments de type CM3. Voilà. Donc, comment on écrit un béton? Donc, vous voyez donc ici, c'est la même chose. Hein. J'ai essayé de mettre donc, les deux côte à côte, mais c'est exactement la même chose. Donc, ça, c'est pour le béton à propriété spécifiée, donc BPS. On a dit donc tout à l'heure que le BPS donc, doit montrer donc, la conformité à l'eurocode, à l'euronorme, ensuite la résistance, la classe d'exposition, le Dmax, le SLAM test, ainsi de suite. C'est ce qui est donné donc ici. OK? Donc, on dit, on montre que c'est un BPS, donc ça, c'est le prescripteur du béton qui doit donner au producteur de béton. Donc, il va donc c'est un BPS conforme à cette norme-là. Ensuite, il va donner la résistance que doit avoir donc le béton. Il donne en même temps donc la classe d'exposition, OK? Français, donc ça c'est classe d'exposition donc française. Il donne aussi donc le Dmax, donc le Dmax des granulats. Donc, nous, dans notre cas ici, on pourrait dire, par exemple, donc si on était prescripteur, on allait dire que, par exemple, on a un béton qui est conforme à cette norme-là, mais puisqu'on a une classe d'exposition X à 1, on allait mettre donc ici 30, 37, je crois que X à 1, donc c'est 31 PA. Et on met donc ici la classe X à 1, et des max, on va mettre ici donc 16. Et le SLAM test, on va mettre S2, puisque nous, on a choisi un SLAM test est égal à 2. La classe de chlorure, donc comme c'est du béton armé, on peut prendre donc CL, donc 0,4. OK? Donc, ça va être donc CLZ4, donc c'est béton armé. OK? Voilà. Donc, voici comment on fait la spécification. C'est la même chose qui est donnée ici. Seulement ici, vous avez donc la classe de position X, qu'on appelle C4 et F1. Donc, la résistance minimale, donc, est donnée ici. Le Dmax, la classe de consistance et la classe de chlorure. OK? Voilà. Donc, voici comment on fait la spécification donc, des bétons à propriété spécifique. Donc, retenez bien, donc, il y a deux types de bétons, béton à propriété spécifiée et les bétons à composition prescrite dans une norme BCP, et la composition prescrite et à composition prescrite dans une norme BCP et BCPN. Les exigences complémentaires qu'on peut ajouter donc à ça. Donc, ça, c'est les exigences de base. Regardez, donc ici, c'est les données de base. C'est les données de base. C'est la clause, donc la clause de l'eurocode donc en question est là. C'est les données de base. Ensuite, on peut apporter d'autres données donc, complémentaires donc, qui sont là.
le type ou la classe particulière du ciment. On peut dire donc, on peut acheter donc le ciment 32,5 ou bien 42,5 ou 52,5, ok? Type ou classe particulière des granulats, on peut donner aussi donc les types de granulats, donc la classe, donc vous regardez donc le cours chapitre 1 pour ça. Les caractéristiques exigées pour la résistance aux gel, la teneur en érection, pour préciser donc tout ça, les exigences pour la température du béton frais. Donc ça c'est aussi donc ça permettrait donc de voir est-ce qu'on va acheter donc des ciments qui dégagent beaucoup de chaleur ou qui ne dégagent pas beaucoup de chaleur. Le développement de la résistance aussi, donc le développement de la résistance, on peut dire par exemple, en réalité donc c'est le rapport entre la résistance par exemple au 2e jour d'âge ou bien au 3e jour d'âge sur la résistance au 28e jour d'âge. Donc ça montre comment, autrement dit, c'est les essais qu'on effectue avant d'atteindre les 28 jours. Donc on essaie de voir comment la résistance de notre béton se développe donc au cours donc, du temps. La résistance à la pénétration de l'eau, donc ça c'est des exigences de durabilité. La résistance à la pénétration de l'eau, aux ions chlorure, je sais pas, au gaz, tout ça, donc c'est les performances, des indications de performance donc des bétons ou de durabilité aussi. Puisque plus le béton résiste à la pénétration de l'eau, plus le béton va durer. Plus le béton résiste à la pénétration des ions chlorure par diffusion ou des gaz, donc il va rester, donc il va durer donc plus longtemps. On peut aussi donc donner les résistances à l'attraction par fendage et d'autres spécifications. Donc, voici donc c'est comment on donne les spécifications du béton. Donc ici le cours là, donc c'est pour ça, c'est pour connaître donc ces types de béton. Et vous, si vous avez un chantier aussi, donc vous devez donc à la limite donc là, comment on appelle ça, c'est si vous êtes dans un bureau qui fait la formulation du béton, ça peut donc ça des laboratoires de géotechnique hein, qui font souvent ça ici au Sénégal. Ou bien ça peut être laboratoire, donc un laboratoire même donc de l'entreprise. OK? Donc, si on vous dit votre bâtiment se trouve à tel endroit ou votre ouvrage se trouve à tel endroit, donc vous faites les analyses qu'il faut. Si c'est le sol, il faut faire les analyses donc, sur le sol, donc l'eau, ainsi de suite. OK? À l'air, donc il faut voir donc, la distance par rapport à la mer. Si ce n'est pas le cas, ça va être soit des classes d'exposition XCC, soit d'autres classes d'exposition. OK? Si vous êtes dans les zones un peu froides. Donc, vous devez être en mesure donc, de faire cette désignation-là. Hein. C'est l'exigence donc BPS donc, jusqu'à la fin. Vous êtes en mesure donc, de faire ça. Contrôle de conformité. Alors, contrôle de conformité, alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, ça, c'est les essais. Hein. Donc, comme on a dit, il y a des essais de conformité. Les essais de conformité, donc, on a vu au départ. Donc, ça veut dire que lorsque vous faites une production, il y a des essais que vous devez faire, donc les essais d'écrasement, donc tout ça. OK? Pour les bétons de masse volumique normale, donc appartenant, donc OK. Et pour les bétons, OK, béton léger, l'échantillonnage et les essais de conformité doivent être effectués soit sur sa composition de béton prise individuellement, soit sur des familles de béton dont la représentativité donc, est établie, selon ce qui a été déterminé par le producteur, sauf accord différent. Le concept de famille de béton ne s'applique pas aux bétons de résistance plus élevée. Le béton léger ne doit pas être mélangé avec des familles de béton de masse volumique normale. Les bétons légers, donc réalisés à partir des granulages de similarité prouvée, peuvent être regroupés en leur propre famille. Il ne faut pas mélanger, donc c'est vrai que le béton léger, donc on l'obtient avec des granulats donc, de masse volumique léger aussi. Okay? Maintenant, lorsque vous faites donc la production de votre béton, donc jusqu'à 50 mètres cubes de béton, donc, lorsque vous faites la production jusqu'à 50 mètres cubes de béton, on vous dit de prendre donc 3 échantillons, donc essai initial, production initiale jusqu'à ce que 35 résultats donc d'essai au moins donc aient été atteints. Donc vous allez prendre 3 échantillons donc par production, 3 échantillons jusqu'à ce que vous atteignez donc les 35 résultats. Si la production est continue, donc vous continuez donc la production, donc il faut prendre donc, une fois que alors, c'est quoi? Lorsque l'écart type donc calculé sur les 15 derniers résultats, donc c'est supérieur à 1,37 fois sigma, la fréquence d'échantillonnage doit être portée à la fréquence requise, portée à la fréquence pour la production initiale pour les 35 résultats. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, donc, alors, lorsque la production est continue, donc lorsque la production est continue, donc bien sûr, donc, lorsque la production est continue, on n'est pas ici, donc on n'est pas dans les 5 premiers, c'est-à-dire qu'on dépasse donc les 50 premiers mètres cubes. Donc on voit ça,
on va être au-delà donc des 50 premiers mètres cubes. Ça veut dire qu'ici, on vous dit un échantillon tous les 400 mètres cubes ou un échantillon par semaine de production. Donc, il faudra faire donc procéder à ça. Béton avec certification de contrôle de production, béton sans certification. Les certifications de production, c'est avec les bétons, les entreprises qui ont des centrales de production de béton. Les centrales. Voilà. Dans les 12 cas, on vous dit un échantillon donc tous les 150 mètres cubes, un échantillon par jour de production. Vous pouvez aussi donc faire ça aussi. Donc, ici, essai initial, un échantillon tous les 200 mètres cubes, donc comme vous êtes dans ce cas-ci, ou 2 échantillons par semaine de production. OK. Voilà. Donc, maintenant, comment on va réaliser donc la conformation de béton? Puisque nous, on a par exemple un objectif à atteindre. On dit par exemple, on va avoir un FCK au 28e jour d'âge qui est égal à 25 MPa. On se dit comme ça. Donc, toute la formulation a été faite sur la base de ça. Lorsqu'on est en production initiale, okay, on vous dit que le premier critère, donc ici, lorsque vous prenez donc 3 échantillons, nombre de d'essais de résistance dans le groupe. Lorsque vous prenez par exemple 3 échantillons, le premier critère, il faut que la moyenne de N résultats, donc ça veut dire que vous faites FCK1, FCK2, FCK3, soit supérieur donc à FCK plus 4. Si je dis donc notre FCK c'est 25, donc ça veut dire que la moyenne, donc on prend FCK1 plus FCK2 plus FCK3 divisé par donc 3, on doit avoir une résistance donc, qui est supérieure donc à 29 MPa. Et l'autre critère numéro 2, donc c'est la valeur minimale aussi. On vous dit que chaque résistance individuelle, donc pour que l'échantillon soit considéré comme appartenant donc à la bonne valeur, donc il faut que chaque échantillon, donc chaque FCK1 ou FCKI ait une résistance donc d'au moins égale à FCK, donc moins 9, plutôt moins 4. Donc si nous on est à 25, donc on va faire 25 moins 4, donc ça va faire 21. Donc ça veut dire que chaque échantillon que nous allons prendre donc ici dans les trois là, on doit avoir donc une résistance au moins égale à 21 MPa. Sinon, ça veut dire que l'échantillon lui-même, il faut l'écarter donc de la prise. Si vous avez un FCK donc, qui est égal à, par exemple, à 19 ou 20 MPa, on va dire donc cette échantillon-là donc, est mal faite. Donc, on va donc l'écarter. OK. Voilà. Donc, ici, il y a deux critères. Donc, il y a critère donc, sur valeur moyenne et il y a critère donc, individuel. OK. Lorsque vous avez une production continue, donc valeur supérieure donc, à 50 mètres cubes, donc si vous prenez donc échantillon plus supérieur à 15 résultats, donc chaque résultat, donc la valeur moyenne des résultats plutôt, ça doit être supérieur à FCK plus 1,48 fois sigma. Sigma étant donc l'écarté. Et aussi, donc chaque résultat individuel donc, doit avoir une valeur minimale. Donc, nombre d'échantillons, ça c'est critère pour les formules individuelles. OK. Nombre N de résultats décédés pour un béton particulier. OK. Donc, si vous prenez donc deux échantillons, moins de tous les résultats, oui, donc c'est ça. Ça, c'est le critère 3 aussi. Troisième critère aussi. Donc, si vous prenez 3 échantillons, moins de tous les résultats d'essai brut, FCM pour béton particulier. Non. Bon, ça, c'est pas la même chose. Donc, ça, c'est critère de conformité pour les résultats d'essai de résistance à la compression. Et ça, c'est pour les formules individuelles. Les formules individuelles. C'est pas la même chose. Ici, on parle donc de quantité plus grande. Et donc, si on fait donc on doit prendre des échantillons donc chaque jour, par exemple, donc c'est ça qu'il faut respecter. Si vous voulez prendre des échantillons donc chaque jour, par exemple, ici, on vous dit un échantillon donc tous les 150 mètres cubes, un échantillon par jour de production, donc tout ça. Si vous êtes dans ce cas-ci, vous prenez donc le critère donc qui est là, le critère 3. Sinon, donc, si vous faites une production de masse, par exemple, donc 50 mètres cubes ou au-delà de 50 mètres cubes, donc comme ça, vous refaites donc à ce tableau-là. Alors moi, donc, quand on m'envoie donc des essais, par exemple, donc, les laboratoires donc, géotechniques, quand ils m'envoient donc des résultats, parce qu'en réalité, donc, nous, au niveau des contrôles techniques, on leur demande de nous fournir les résultats des essais d'écrasement. Ça, c'est pour contrôler est-ce que les résultats qui étaient spécifiés donc, dans le CCTP, donc dans les exigences de base, sont respectés.
Donc, quand ils vous donnent des résultats, par exemple, à 7 jours, à 15 jours, hein, donc vous ne pouvez pas vous prononcer là-dessus. Donc, moi, je dis souvent sans objet. Parce que je sais que donc, ces résultats-là qui nous produisent donc, à 7 jours ou à 15 jours ne sont pas des résultats contractuels. Je les prends, je les garde. Donc, ça permet donc, en fait, donc, ça me renseigne sur le développement de la résistance. Autrement dit, ça me permet de savoir quelle est la durée de cure qu'il faudra donc, pour les bétons donc, mis en œuvre. Okay? Donc, pour cela, donc, lorsqu'ils me donnent donc, ces résultats-là, je les mets sans objet. Donc, mais lorsqu'ils me donnent donc, les résultats au 28e jour d'âge, je vais vérifier donc, selon ces critères que vous voyez dans ce tableau-là. Je vois donc, est-ce que, parce que tous les échantillons ne peuvent pas avoir le même résultat, on peut avoir donc, les résultats donc, différents. Donc, je fais le calcul de la moyenne et je regarde aussi donc, les valeurs individuelles. Donc, si ce n'est pas respecté, alors dans ce cas, je dis que le béton n'est pas conforme. Si ce n'est pas conforme, donc, comme je dis, il ne faut pas vous presser à dire, donc, démolissez vos structures. Il faut attendre 90 jours d'âge après et vous allez faire donc, les essais in situ. Les essais in situ, vous pouvez faire comme ça. Soit vous prenez donc, le scléromètre, vous posez sur le béton, vous pompez et puis ça vous donne un résultat. Le scléromètre donc, est fiable jusqu'à 90% en réalité. Donc, il est fiable jusqu'à 90%. Mais si vous n'êtes pas satisfait aussi de ça, vous pouvez prendre, donc, vous pouvez carotter donc, le béton avec les carottiers là et vous l'amenez comment on appelle, en machine, vous comprimez et vous allez avoir donc, le résultat. Si à 90 jours d'âge, donc à 3 mois, vous n'avez pas toujours donc, les bons bétons, donc ça veut dire qu'il faudra démolir. Mais si vous avez donc le bon béton, ça peut être tolérable. C'est comme ça que ça marche en bureau de contrôle. Donc, on va voir le deuxième type de béton, c'est le béton à composition prescrite. Pour le béton à composition prescrite, donc c'est la responsabilité du prescripteur de s'assurer que les prescriptions sont conformes aux exigences générales donc, de la norme. Okay? Donc, le prescripteur, donc, lui, doit s'assurer qu'en réalité, donc, le béton prescrit est conforme à cette norme-là et que la composition prescrite est capable d'atteindre les performances attendues pour le béton. C'est pourquoi les essais initiaux ici donc, sont de la responsabilité des prescripteurs. Okay? Voilà. Il faut que la composition prescrite est capable d'atteindre les performances attendues pour le béton, aussi bien à l'état frais qu'à l'état durci. Donc, le prescripteur doit tenir et mettre à jour donc, la documentation. Donc, ça, on l'a vu. Donc, ça aussi, on l'a vu. Donc, les données de base, comme on a vu pour le béton à propriété spécifique. Donc, ici, vous avez donc l'exigence de la norme, l'exigence de conformité à la norme, le dosage en ciment. Ouais, donc là-bas, on n'a pas le dosage en ciment. Ici, on va dire le dosage en ciment, on va dire par exemple, le béton doit doser à 350 kg par mètre cube ou à 400 ou à 300. Okay? Le type de ciment et sa classe de résistance. Donc, ciment CM2, 32,5 ou je sais pas, ciment CM2, 42,5, ainsi de suite. Le rapport donc E sur C, donc le rapport E efficace donc sur ciment, ok, soit la soit le rapport, soit la consistance, donc soit la classe, ok, en termes de classe ou dans certains cas donc voilà ciblé. Le type, la catégorie et la teneur maximale des chlorures, maximale en chlorure de granulats. Puisque je vous ai dit, donc, le chlorure qui est présent dans le béton ne vient pas forcément de la mer. Donc, il y a les granulats qui contiennent donc, des sels. C'est des matières minérales plutôt. La dimension maximale nominale donc, des granulats, on peut préciser le Dmax et toute limitation de leur fuseau donc, granulaire. Donc, on peut préciser donc, sur les fuseaux granulaires. Donc, ça veut dire que ça peut être le module de finesse. Okay? Le type et la quantité des adjuvants ou additions, donc le cas échéant. Les adjuvants, donc n'oubliez pas, donc les adjuvants, donc c'est très important. Ça peut être dans le cas de la reprise de bétonnage, ça peut être dans le cas donc, de l'agressivité du milieu. On vous dit donc quel est le type d'adjuvant qu'il faut. Ça peut être donc, dans le cadre du développement de la résistance, on peut mettre donc, des accélérateurs de prise, des accélérateurs de durcissement, donc tout ça. Ça peut être soit par rapport à la consistance, on peut mettre donc des bétons, comment on appelle les adjuvants, des fluidifiants, donc tout ça. En cas d'utilisation d'adjuvants ou d'addition, l'indication de l'origine de ces conscients est celle du ciment qui se substitue aux caractéristiques pour celles qui ont été définies donc, par d'autres mots. Les données complémentaires, donc on vous dit, donc ça c'est données de base pour les BCP. Les données complémentaires, c'est la même chose que ce que nous venons de voir donc ici, ces données-là. Ici, les données complémentaires, on a les mêmes choses. On nous renvoie donc à ces données-là. Voilà.
Ensuite, vous avez donc qu'on appelle donc les bétons à composition prescrite dans une norme. Les bétons à composition prescrite dans une norme doivent être spécifiés donc, en citant la norme valide sur le lieu. Donc, quelle est la norme donc, qui est valable donc, sur le lieu d'utilisation? Donc, en France, il faut prendre des normes en France. Ici, il faut prendre aussi les normes françaises parce qu'on n'a pas de normes sur ça. J'ai vu que donc, sur les sacs de ciment, vous allez voir donc, il y a la norme sur le ciment, norme sénégalaise, c'est pas quoi, et c'est pas. Moi, je dispose pas jusqu'à présent de cette norme-là. Donc, j'ai cherché, mais je n'ai pas obtenu. Donc, je vais demander à mon ami qui a Dangote Lancy pour me le procurer. Les bétons à composition presque dans une norme ne doivent être utilisés que pour des bétons de masse volumique normale, pour des structures armées ou non. OK? Les classes de résistance donc, pour le calcul donc, d'au moins donc, 16 MPa, sauf si une classe de. Des classes de résistance pour le calcul donc, de 16 MPa. Donc, ce n'est pas moins, donc c'est 16 MPa. Sauf si une classe de 20 MPa donc, est autorisée pour les dispositions valides sur le lieu d'utilisation. Donc, le béton de la composition précédente non doit être utilisé pour les classes de disposition X0, X1, sauf pour les dispositions valides sur le lieu d'utilisation. Donc, il y a une restriction donc, pour ce type de béton-là. Okay? Donc, ça, c'est par précaution. On l'a dit comme ça, c'est par précaution. C'est pour prendre des précautions, donc, en réalité. Pour la réalisation des structures, donc le béton à composition presque dans un nom utilisable donc en France donc sont définis donc d'après cette norme-là, donc DTI 21 ou bien on va appeler donc NFDTI parce que il y a une période de transition entre les DTI et les NFDTI. Donc les NFDTI donc après vont transformer en normes en annexe nationale donc des normes françaises mais en normes européennes. C'est pourquoi on parle de DTI, après on va transformer les DTI en NFDTI, normes françaises DTI. À partir des normes NFDTI, on va les transformer encore en normes européennes, NFEN. Ça peut être ajouté donc aux normes existantes donc, européennes. Limite d'utilisation donc de ça, donc pour les sentiers de catégorie, alors on va voir les sentiers, les différents types de sentiers, donc il y a 3 catégories donc définies dans cette norme-là. A, B, C, je crois, il y a une catégorie sentier, pour les sentiers de catégorie A exclusivement. En classe d'exposition, voilà, donc S0 donc à ça. L'utilisateur peut s'affranchir des contrôles de résistance pour autant qu'il majeure dans le dosage en ciment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous dit que pour ce béton-là, on vous dit donc pour avoir 20 MPa, donc si vous disons 16 MPa. Si vous devez avoir donc pour avoir 16 MPa, il faut un dosage de 300 kg par mètre cube de béton. Donc, normalement, donc, si vous limitez à ça, vous devez faire donc, les contrôles. Vous devez faire donc, après production, vous devez voir est-ce que j'ai les 16 MPa donc, comme donné par la norme. Donc, on vous dit, mais vous pouvez vous franchir de ça. Donc, vous pouvez ne pas faire donc, des essais. Vous allez augmenter la résistance. C'est-à-dire, si la norme vous dit c'est 300, vous pouvez prendre donc, 400 ou 350 et ne pas donc, faire donc, ces essais-là. Parce que, en réalité, donc, la résistance du béton dépend de la résistance donc, du ciment. Et vous voyez donc arrêter donc plus la quantité de ciment, donc c'est important, donc plus la résistance aussi donc est importante. Je sais que la résistance du béton donc dépend donc du ciment, mais aussi donc de la qualité des granulats, des dimensions de la granule, mais aussi donc de la qualité donc des granulats. Dosage mesuré minimaux en ciment, donc même ça, je crois que c'est donné dans le bail aussi. Hein. Les dosages ci-après sont des dosages minimaux en ciment sans prise en compte éventuelle d'addition. Pour le béton armé, il faut donc au moins un dosage de 350 kg par mètre cube de béton. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça veut dire que quand vous allez faire les cahiers des clauses techniques pour le béton, vous allez dire donc si vous allez donner un dosage à donner pour le béton armé, vous allez donner donc un dosage est égal à 350. Si le béton non armé, vous pouvez prendre donc ceci. Pour le béton non armé, donc de semaine filante aussi, vous pouvez prendre donc ça. Okay? Voilà. Mais nous, généralement, donc, pour le béton non armé, donc, par exemple, la particularité du béton de propreté, je crois que c'est 150. Okay? C'est 150. En outre, l'interpolation interne pour ces bétons. Okay?
Voilà. La résistance caractéristique attribuée a priori au béton de l'ouvrage. Donc, c'est les clauses, on continue les clauses 451, 452, 453. Donc, la résistance, ah oui, donc, vous voyez, donc c'est un peu ce que nous venons de voir. Donc, pour 20 MPa, il faut un dosage de 400. Pour 16 MPa, il faut un dosage de 350 ici. Oui, ça, on n'a pas de numéro, c'est pas grave. Ouais, donc ici, pour 20 MPa, il faut un dosage de 400. Si vous voulez avoir 16 MPa, donc le minimum, donc c'est 350. 12 MPa, donc c'est 300. Donc voilà. Okay. Pour les 3 derniers cas précédents, ces valeurs peuvent être portées donc majeures donc de 4 certifications spéciales. Pour majeure, donc c'est valeurs donc de 4. Donc c'est là, donc je crois que c'est tableau 26, 12, 8. Donc c'est maintenant, pour la mise en œuvre du béton sur chantier, donc, ça veut dire qu'on a fait donc, la production, donc on est d'accord, donc sur ça, on a fait les essais de conformité, les essais initiaux plutôt, les essais de conformité, l'évaluation de conformité, tout ça. Maintenant, pour la mise en œuvre, comment faire donc la mise en œuvre, ok? D'ailleurs, donc, la première des choses à voir, la première des choses à faire, avant de mettre le béton dans le coffrage, donc voici les vérifications contrôle avant bétonnage, ok? Au niveau, donc, il y a deux vérifications. On va dire donc il y a 3 vérifications donc, qui sont là. D'abord, la vérification au niveau du coffrage. Avant de mettre des bétons, donc que ce soit pour les dalles, pour les poteaux, je ne sais pas pourquoi encore pour les longrines, il faut vérifier est-ce qu'il y a l'étanchéité. Il faut éviter que, par exemple, quand vous regardez le fond des coffrages, vous voyez donc le jour. Donc, ça, c'est pas bon. Moi, généralement, donc, pour la vérification, par exemple, donc, des planchers, si on doit couler les planchers, je me mets en bas. Je me mets en bas des planchers, je me promène, je regarde vers le ciel. Quand je vois la lumière, donc je dis que ça n'est pas étanche, donc il faut mettre, donc il faut rendre donc cette partie-là étanche. Il faut trouver un moyen de boucher. Maintenant, pour les coffrages, les longues comme ça, donc il faut d'abord se promener, regarder donc à l'intérieur, donc est-ce que vous pouvez voir donc des trous comme ça. Okay? Le risque encouru, donc, si vous ne respectez pas l'étanchéité, donc c'est les nids de cailloux, les taches noirâtres. Okay? Les nids de cailloux, donc c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque vous coulez donc, le béton, vous allez voir donc, des creux, des parties creux. Vous enlevez le coffrage, après le bétonnage, donc vous allez voir donc, les parties creux, ce qu'on appelle les nids de cailloux. Okay? Donc ça veut dire que le béton, donc l'eau qui est là donc, a coulé, il s'est extrait donc, et le granat donc, est resté intact. Le béton donc, s'est extrait, l'eau s'est écoulée, donc il y a ce vide qui est là. L'autre vérification à faire aussi donc, pour les coffrages, c'est la propreté. Donc, c'est les paraments tachés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous, avant de mettre le béton, vous devez vérifier est-ce que le fond de coffrage est propre. Donc, le coffrage lui-même, mais aussi donc, le fond de coffrage. S'il y a donc des débris là-bas, il faut prendre le souffleur, souffler à l'intérieur du coffrage pour enlever donc, tous les débris. Okay? Donc, ça soit des feuilles, donc la poussière, tout ça, vous enlevez tout. Il faut que ça soit propre avant la mise en œuvre du béton. Au niveau donc deuxième, troisième, donc c'est l'huilage des coffrats. Donc si vous, alors il faut mettre, bon c'est pas grave, je corrige donc avant que, voilà. Si vous corrigez donc c'est mieux parce que j'ai oublié. Pour l'huilage des coffrats, donc ça c'est pour faciliter donc le décoffrage. Donc on met donc de l'huile donc sur les bois là, donc ou bien sur les plaques métalliques là de coffrage. Donc c'est pour faciliter donc le décoffrage donc après. Parce que si vous mettez des bétons comme ça, vous vibrez donc le lendemain ou 2 jours après vous venez pour enlever donc les panneaux donc du bois, donc c'est un peu difficile. Donc il faut éviter donc l'arrachement. Au niveau donc du ferrage, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Donc c'est l'enrobage des armatures. Donc il faut exiger donc dans vos chantiers que les maçons font ce qu'on appelle donc les cales à béton. Et les cales à béton, l'exigence donc des cales à béton doit être conforme au cahier de ferrage. Si le cahier de ferrage vous dit c'est 3 cm, il faut qu'il fabrique des cales à béton de 3 cm. 4 cm, il faut des 4 cm. Et vous savez maintenant, on va le voir donc après nous, dans le chapitre pour le béton armé, que cet enrobage-là donc, dépend de plusieurs conditions. Ça dépend de la durabilité, ça dépend de l'adhérence et il y a une valeur minimale aussi. Okay? Donc, il faut exiger donc, ces enrobages-là. Donc, l'enrobage, c'est quoi? C'est la distance entre le parement extérieur et le fer le plus proche, okay? Donc, qui est à l'intérieur.
Je vais vous faire donc un schéma donc ici, puisqu'on n'est pas encore en béton armé, donc ça vous permettra de comprendre. Je fais un petit schéma donc ici. Donc ça, c'est la poutre, par exemple. Donc ça, c'est le fer qui est à l'intérieur. Okay. Donc l'enrobage, donc c'est la distance là. C'est la distance donc du parement extérieur, donc ici, à l'acier le plus proche. L'acier le plus proche pour les coups, donc c'est les cadres. Okay. Pour les dalles, ça va être l'armature intérieure et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est pour l'enrobage des armatures, risque encouru, donc des aciers frontaux en parement, donc on peut voir, donc c'est-à-dire que si l'enrobage n'est pas respecté, lorsque vous passez, vous pouvez voir donc les aciers comme ça, hein, sur le parement. Ça, c'est très, très mauvais, okay? Parce que ça varie donc la durabilité donc, du béton, puisque les aciers vont corroder après. Aussi, donc, élimination, élimination. Il faut aussi, qu'on appelle, il faut éliminer donc les taches de rouille, les taches de rouille aussi. Il faut éliminer donc les taches de rouille. Ensuite, donc, il y a les chutes des ligatures, donc les fils de fer, hein, les fils d'attache, on appelle les fils d'attache ou les fils de ligature. Donc, parfois, donc, ça chute dans le coffrage. Ça chute il faut tout enlever, tout ça, donc, tout ce qui est suivi donc, de corroder, il faut l'enlever. Donc, le bois, tout ça, il faut tout enlever. Voilà. Au niveau donc, des moyens de bétonnage, donc, pour faire le bétonnage, donc, il faut s'assurer que le matériel de vibration est sur place. Donc, il faut assurer que vous avez le peu vibrateur sur place. Le moyen de mélange, donc, est-ce que vous avez donc, une machine pour faire le malaxage. Et si vous faites donc qu'on appelle donc le bétonnage la nuit, il faut s'assurer que l'éclairage est là donc pour pouvoir faire donc le bétonnage. Okay. Les sentiers de béton donc qu'on fait donc les nuits, c'est pas de petits sentiers. Donc vraiment c'est les ouvrages d'art donc comme ça. Souvent sinon donc on fait le bétonnage donc souvent on fait le matin ou bien le soir. Mais ce qui est préférable de faire hein, donc bien que ce soit difficile donc c'est faire le bétonnage le soir. Donc c'est à partir de 17h, 18h comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous faites le jour, quand vous faites le bétonnage le jour, avec la chaleur, donc, avec la chaleur et le vent, donc tout ça, donc surtout donc la chaleur, donc vous allez voir, donc l'eau va s'évaporer. Donc avec la chaleur, donc l'eau va s'évaporer. Donc pour éviter ça, on peut profiter donc de la fraîcheur de la nuit. On fait donc le bétonnage donc le soir. Mais à ce moment-là, les ouvriers sont souvent fatigués. Mais moi, les chantiers que j'ai contrôlés, donc les grands chantiers, par exemple, donc de Socosim et d'autres au niveau du port autonome de Dakar, les entreprises ils font le bétonnage le soir, 6h, donc 17h comme ça, et puis le lendemain, tu viens, donc tu trouves que c'est nickel. Tu commences à faire la cure, hein, donc l'arrosage ou bien à mettre donc, autre chose. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi à connaître. Donc, je vais mettre ça. OK. La vibration du béton, on est là. Une vibration du béton pour combler les vides et chercher donc l'air contenant l'air. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Donc, quand vous mettez le père vibrateur à l'intérieur, vous allez voir que l'air va sortir. C'est forcé. L'air va sortir. C'est pourquoi on vous dit que le béton contient de l'air. Mais dans la formulation, on n'en tient pas compte parce que la masse de l'air est très faible devant la masse de l'eau et donc la masse de ciment est élevée par là. Voilà. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Mais il y a toujours donc de l'air dans le béton. Okay. Il y a des vibrations internes après mise en place d'une épaisseur donc, de 30 cm d'épaisseur avec l'aiguille vibrante, et ainsi de suite. Talonge pour les épaisseurs inférieures, donc ça c'est pareil pour le dallage. Vous pouvez vibrer avec le talonge. Vibration externe lorsque le serrage est difficile. Donc ça c'est dans le cas où vous avez par exemple vibration externe, c'est quand vous avez le ferrage est très dense. De telle sorte, par exemple, il ne faut pas mettre donc, le père vibrateur à l'intérieur. Le père vibrateur, je vais vous faire le schéma aussi. Donc, c'est des éléments qui sont comme ça. Donc ça, c'est le fil. Et puis, vous avez donc le père vibrateur, il est comme ça. C'est un petit tube comme ça. Voilà. C'est un petit tube comme ça. Bon, c'est cylindrique. Hein. On le pose dans le béton et puis ça vibre. Donc, ça vibre. Donc, il est lié donc, à un compresseur donc, quelque part. Vous pouvez regarder sur Internet, vous regardez donc ici, vous demandez donc père vibrateur pour béton, ou vibration externe, ou sur YouTube, donc c'est mieux parce que vous allez voir dans ce cas des vidéos. Vibration externe, donc lorsque le serrage est ici, donc voire impossible.
ouvrage référé, donc d'autres par exemple. Okay. Ces dispositions ne s'appliquent pas au béton autoplaçant. Le béton autoplaçant, il n'y a pas de vibration parce que lui-même, il va remplir donc, les coffrages, donc les moules, tout ça. Okay. On appelle donc béton autoplaçant ou béton auto-nivelant. Cette compacité maximale est absolument déterminante pour obtenir donc, des performances mécaniques satisfaisantes. Donc, pour avoir des résistances très élevées, donc s'il y a des vides, donc c'est pas bon, ça va réduire donc, la résistance du béton. Mais quand vous cherchez donc l'air, donc forcément, donc, la résistance va être très élevée. Le bon remplissage donc, des moules et donc les bons arrobages des armatures. Si vous faites bien la vibration, il y aura bien un bon arrobage, mais il y aura aussi donc, un bien, même si la moule a une forme bizarre, donc le béton va occuper donc, toutes les places. Obtenir donc les paraments d'aspect donc satisfaisant, donc des paraments donc sans nid de cailloux, comme on a vu donc tout à l'heure. La maîtrise du temps de décoffrage. Pour la gestion, donc mise en œuvre du béton, après il y a décoffrage. Donc pour la gestion des opérations de décoffrage des ouvrages en béton, avant mise en tension du béton préconduit par exemple. Rappel des méthodes d'exigence. Donc, évaluer la résistance au jeûnage du béton à l'aide donc, des éprouvettes d'informations à écraser. Méthode peu fiable. On appelle. Alors, ces méthodes, on dit peu fiable parce que les bétons, la confection des bétons, donc si vous voyez, donc lorsque les bétons à écraser, vous les confectionnez, donc le lendemain, vous enlevez donc les enlevez de la moule, vous les mettez dans l'eau, après vous faites donc des résistances comme ça. Donc, ce n'est pas dans les conditions réelles de chantier. Donc, scléromètre mesure donc de la dureté. Donc, le scléromètre, donc ça, c'est ce qu'on appelle donc les scènes des contrôles non destructifs. Mesure de la dureté, la surface. Parce que son défaut réside donc sur la mesure superficielle au lieu de la mesure donc en masse. Donc, voici, c'est un peu ça. Mathyromètre, donc sur la température aussi du béton de l'ouvrage est déterminée par le calcul au jeûnage, le degré d'avancement des réactions d'hydratation correspondant au durcissement du béton. Alors ça, je ne sais pas donc l'utiliser. Donc, mathyromètre, je n'ai jamais utilisé dans la pratique. Donc, ça montre un peu la maturité donc, du béton. Il y a des formules de calcul aussi. Donc, une fois que vous avez fait donc, le décoffrage, donc vous avez décoffré votre béton, vous devez faire ce qu'on appelle donc, la cure du béton. Donc, la cure, c'est quoi? Donc, elle est liée à la durabilité donc, des ouvrages, en particulier la qualité, le PC d'enrobage. Un défaut de cure donc, peut entraîner donc, deux problèmes majeurs. Mais la cure, c'est quoi? La cure, c'est empêcher donc, l'eau de s'évaporer donc, du béton. Il y a plusieurs façons. Donc, soit on peut le faire par arrosage, c'est-à-dire qu'on va apporter au béton l'eau qu'il veut. On va apporter donc l'eau on va mettre donc, la température en surface donc, du béton donc, constante pour que l'eau ne s'évapore pas donc, du béton. Donc, il y a plusieurs façons. On peut le faire donc, par arrosage du béton, on peut le faire donc, avec des sacs qu'on mouille, donc on attache au niveau donc, de ces éléments-là, ou bien on les pose là-dessus, donc sur ces éléments blancs. Si c'est des piles, on les attache autour et puis on mouille. Donc, on maintient donc, cette humidité donc, constante. La cure normale, vous devez le faire donc, 3 fois par jour. Vous devez faire donc, le matin, donc, en plein milieu donc, du sol, de la journée, ensuite le soir. Donc, parfois, vous voyez donc, les gens, ils font la cure. Ils le font donc une seule fois, donc ça va être le soir, et puis voilà, ou bien le matin, donc c'est bon. Mais vous devez le faire donc 3 fois, ou bien 2 fois minimum. Okay? Donc, un défaut de cure donc, entraîne 2 problèmes majeurs. La frustration du béton en surface, comme j'ai dit donc ici, donc l'évaporation de l'eau. L'altération de la résistance du béton au jeûnage due à la cinétique de carbonatation. Donc la carbonatation, c'est ce qui est là. Okay? L'action sur le taux d'hydratation. Donc, le développement de la résistance, l'action sur les microfissures en surface. Dans tous les cas, il convient alors lors de l'utilisation d'un produit de cure de voir la compatibilité de ce dernier avec la pose d'un revêtement ultérieur. Je vais revenir là-dessus. Donc ici, pour la carbonatation, donc ici, okay, vous avez donc le CO2 donc de l'extérieur, donc ça peut donc soit le CO2, ça vous peut aussi dû à l'eau, ok? Les équations de carbonatation, alors je ne sais pas si j'ai donné ça donc, dans le chapitre précédent. Donc, la carbonatation, on peut l'avoir donc soit à l'air libre avec les gaz carboniques ou bien avec les vapeurs d'eau donc à l'air libre, ou bien même dans l'eau. Okay? Et ce qui va se passer donc avec le porte-rendu qui est composé dans le ciment, donc ces éléments vont interagir avec le béton.
le béton contient donc cette portlandite qui vient du ciment. On obtient ici donc des carbonates de calcium. Les carbonates de calcium donc, sont capables donc, de faire baisser donc, le niveau du pH donc, du béton et donc le milieu donc, devient acide. Donc, si le milieu est acide, donc, il facilite donc, l'attaque donc, des agents extérieurs. On pourra revenir dessus donc après. Mais ici, donc, regardez, on a dit, dans tous les cas, il convient, lors de l'utilisation de la cure, de voir la compatibilité donc, de ce dernier. On doit vérifier, donc, lorsque vous faites la cure, parce que la cure, on peut le faire donc, soit avec arrosage, donc il n'y a pas de souci. Donc, ça, il n'y a pas de souci. On peut le maintenir avec des éléments communs donc, sur la surface. Et là aussi, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on utilise donc, des produits de cure, comme les produits de cure sont comme des adjuvants, c'est des produits nouveaux. Et ces produits de cure que vous allez mettre pulvérisés sur la surface du béton, donc sur la surface du béton, donc si vous devez mettre donc, par exemple des carrelages, donc le ciment qui va poser sur le carrelage donc peut ne pas être donc, très adhérent donc, à la surface du béton déjà qui contient, sur lequel on a posé donc, le produit de cure. Donc ça c'est très important. Donc, donc, il n'y a pas que le carrelage qui est revêtement dans le génie civil. On peut utiliser d'autres produits de cure aussi d'autres produits qu'on va utiliser donc, pour faire donc, le revêtement. Par exemple, dans les industries comme ça, les industries qui font le transport de sario, par exemple, ce n'est pas le carrelage qu'on utilise donc, comme revêtement. Parce que si vous utilisez le carrelage, donc ça va s'abîmer et puis ça va, la surface donc, va donc commencer à se dégrader très vite et ça pourrait devenir donc glissant. Donc, si la surface est glissante, donc ça veut dire que bonjour les dégâts. Donc on peut utiliser donc d'autres types d'adjuvants, donc plutôt de produits de cure à ce niveau-là. Alors, bon, ça fait longtemps quand même. Opération de cure consiste maintenant dans l'état d'humidité nécessaire à l'assainissement de la discussion. La cure doit être mise en œuvre dès les premières heures, maintenue jusqu'à plusieurs jours après donc, la coulage. On voit donc la cure, comme j'ai dit, généralement c'est 2 heures juste après coulage. Même pour les briques. Lorsqu'on fabrique les briques, 2 heures de temps après, il faut commencer à arroser. Il faut commencer à arroser, après vous allez arroser, après, ainsi de suite. Et les inscrits, donc, lorsqu'ils font, comment on appelle, ils font donc le béton comme ça, ils attendent le lendemain ou je sais pas le lendemain pour commencer à faire la cure, l'arrosage, mais c'est 2 heures de temps seulement. Donc j'ai oublié la norme qui le dit, mais c'est une ancienne norme donc, française, pas qui a été reconduite jusqu'à présent. Donc ouais, on a dit donc c'est dès les premières heures. Dans les premières heures, donc c'est juste les premières heures après mise en œuvre du béton. Vous pouvez regarder donc ce site-là, donc Info Ciment, ainsi de suite. La cure du béton, une fois que le béton est vulnérable, donc bon, ça c'est juste bon, c'est l'explication de la cure, vous allez lire ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment éviter la dessiccation, bon, c'est toujours donc la cure, avec l'utilisation de produits de cure, ok. La cure à l'eau, on peut faire la cure à l'eau ou bien avec les produits de cure. Vous allez regarder ça après. Vous allez faire la pause après sur les vidéos et lire bien. La norme d'exécution, donc ça c'est la norme d'exécution, donc c'est NFON 13670. Mention des durées de cure indicatives. Pour les bétons, donc classification ici, donc il dit que la durée de cure minimale donc, est de 12 heures. Donc vous devez donc maintenir donc, les bétons en humidité donc ensemble au moins 12 heures, à condition que la prise n'excède pas donc 5 heures et que la température à la surface du béton donc soit égale à ou supérieure donc à 5 heures. Donc ouais, donc si ça c'est pas des classes de position qui sont très dangereuses. C'est pourquoi donc 12 heures de cure donc c'est bon. Mais dans d'autres cas ça peut dépasser les 12 heures, ça peut faire des jours qu'on fait la cure. Ça, c'est des classes d'exposition qui ne sont pas très sévères. Même s'il y a fissuration, ce n'est pas trop sévère parce que l'environnement extérieur n'est pas très méchant. Pour les bétons utilisés dans les autres classes, la durée de la cure correspond au moins au temps nécessaire donc pour que la résistance à la surface du béton atteigne au moins 50% de la résistance de compression spécifique.
Donc, ça doit atteindre au moins, donc, qu'on appelle 50% de FCK. Mais ça, on peut le savoir avec les tests d'écrasement intermédiaires à 2 jours, 7 jours, 14 jours, comme ça. Je crois qu'il y a un tableau qui va venir après. Le rapport entre la résistance moyenne en compression donc à 2 jours et à 28 jours peut être fourni sur demande par la centrale à béton et faire l'objet d'une exigence complémentaire lors des commandes. Bon, ça, c'est le rapport donc, de FCM2 sur FCM28 ou FCM. Ça va nous renseigner sur la durée de cure qu'il faut. Pour cette classe-là, vous avez vu, donc c'est 12 heures, donc voilà, c'est pas beaucoup. Mais ici, à là, développement de la résistance, donc voyez donc si le rapport-là, R, lorsque, ça dépend aussi de la température à la surface du béton au départ. T est supérieur ou égal à 25 degrés Celsius. Si le rapport, qu'on appelle FCM2 sur FCM28 est supérieur donc à 0,5, donc ça veut dire qu'il faut faire la cure pendant 1 jour seulement. Mais ça, c'est normal parce que nous venons de voir donc ceci. On dit ici, si vous voyez donc cette phase-là, on a dit la durée de cure correspond au moins au temps nécessaire pour que la résistance à la surface du béton atteigne au moins 50% donc la résistance. Donc c'est le rapport donc 50 qui est à 50%. Okay. Alors malheureusement donc ici cette documentation donc ce tableau-là ne nous le donne pas en fonction de la classe d'exposition. Nous donne donc en fonction de la classe d'exposition. Ce serait très intéressant dans ce cas-ci. Donc lorsque le rapport moins entre FCM2 et FCM28 donc est égal à 1,5, non plutôt 0,3, donc la durée minimale de course c'est 1,5 jours, ainsi de suite. Vous voyez donc ici, tout dépend de la température du béton à la surface. Lorsqu'il fait très froid, donc, donc, la cure peut durer donc, plusieurs jours. Hein. Donc, ça peut être 3 jours, 6 jours, ainsi de suite, ça dépendra. Voilà. Les éditions des reprises de bétonnage. Les reprises de bétonnage aussi donc, interviennent beaucoup donc, dans la construction. Par exemple, donc, ça peut être le cas des poteaux. Bien que c'est interdit, hein, donc les poteaux, donc il faut éviter donc, de faire une reprise de bétonnage. Il faut couler d'un seul coup, sauf si la hauteur est assez grande. Mais il faut essayer donc d'éviter des reprises de bétonnage. Mais dans le cas des poutres, c'est très fréquent. Les poutres, par exemple, donc, reçoivent des planchers. Qu'est-ce qu'on fait généralement? Donc, on coule d'abord donc, et le reste donc, de la poutre va être coulé en même temps avec cette dalle-là. Donc, ce qu'on appelle la reprise de bétonnage. Donc, la reprise de bétonnage, c'est 2 phases. C'est-à-dire on bétonne d'abord une partie du béton. On fait d'abord le bétonnage de la première partie. Ensuite, on revient, on bétonne encore. Donc, ce qu'on appelle, donc, on fait un bétonnage, on reprend encore le bétonnage. C'est ce qu'on appelle la reprise de bétonnage. OK? Donc, il faut donc... un béton qui reste là-dessus, un béton nouveau qui vient se coller là-dessus. Donc, souvent, les fabricants d'adjuvants vous proposent ce qu'on appelle les produits de reprise de bétonnage. Sika, nana, surtout quand les éléments sont très grands, le cas des dalles, je ne sais pas, autre chose, même des poutres très grosses. On vous demande d'utiliser donc les produits de cure. Donc, c'est un genre de colle qui va associer donc, le nouveau béton à l'ancien béton. Alors, lorsqu'il y a reprise de bétonnage aussi, vous allez voir, on va le voir donc peut-être dans le cas donc, des calculs béton armé, que la quantité d'armature de forte tension donc, augmente aussi. La quantité d'armature de forte tension aussi augmente. Alors maintenant, je vais lire. Donc, ici, nécessite donc la préparation de la surface de reprise. Oui, alors, pour la reprise de bétonnage, il faut préparer la surface de reprise. Donc, il faut donc nettoyer la surface. Donc, ensuite, on vous dit aussi qu'il faut rendre la surface rigueuse. Il faut que la surface contienne donc, des indentations de 5 mm au moins. Donc, rendre la surface rigueuse, exemple de l'intense. Donc, il faut nettoyer. Donc, il faut même mettre sous pression, soit nettoyer avec de l'eau, donc après, ou bien avec de l'air, pour faire apparaître donc, les granulats de poussière, aspérité friable, donc déchets de béton, d'eau résiduelle et toute matière donc, étrangère. Il faut éviter donc aussi de dessoucher donc, les granulats. Si cela arrive, il faut les éliminer. Ah, donc je me suis trompé. Donc ici, pour les
les granulats. Donc, si on dit dessoucher, donc il faut éviter donc avec le nettoyage. Donc, vous enlevez donc les granulats, donc la partie de béton déjà mise en œuvre. Il faut éviter donc de dessoucher. Donc, pour faire donc la reprise de bétonnage, on le fait avec griffage. On fait avec griffage. Avant le début de la prise du béton, donc avant que le béton commence à dessus, vous faites donc vous pouvez même faire avec la main, vous faites des zigzags, donc pas très profonds, donc on a dit 5 à 10 mm sur le béton, ok? Donc ça va, avant que le béton donc, fasse durcir, ne soit durci, parce que quand c'est dur, vous ne pouvez pas faire à la main comme ça, vous êtes obligé de casser, ok? Donc après 2 heures de temps, je sais pas, 3 ou 4 heures de temps, donc vous pouvez commencer à faire donc ce griffage-là. À l'aide de râteau ou d'une griffe de largeur appropriée avec des profondeurs d'orientation donc de 5 à 10 mm. Dès le lendemain, on procède à un lavage voilà, basse pression et un soufflage donc la surface de reprise pour éliminer donc les matériaux non adhérents. Donc, ouais, donc dès les premières heures, donc après, quand le doucement va commencer, vous faites donc le griffage. Le lendemain, vous nettoyez donc pour rendre la surface de reprise un peu plus propre. Il y a d'autres moyens aussi donc de faire ça. Pour la reprise de bétonnage, donc une humidification de la surface préalablement dessus n'est pas indispensable. Attendez, je vais répondre, je crois que c'est bon. Monsieur, votre micro est éteint. Ah là, je me suis trompé, donc je crois que j'avais activé. Bon, je vais enlever ça. J'étais ici pour la reprise, donc j'ai dit donc ici, alors on nous dit que pour la reprise de bétonnage, une humidification de la surface préalablement dessus n'est pas nécessaire. Pourquoi? Au départ, ce que les gens faisaient, donc, ils font comme ça, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un nouveau béton sur l'ancien béton, on essaie d'arroser, on met de l'eau d'abord sur l'ancien béton, ensuite on met le béton. Mais ce n'est pas nécessaire. Et ce que les gens craignaient par rapport à ça, c'est qu'on dit que on dit que lorsque vous mettez le nouveau béton sur l'ancien béton donc, va essayer d'aspirer le béton, l'eau qui est dans le nouveau béton, et pourra donc fausser un peu le dosage donc, à ce niveau-là. C'est pourquoi on essaie d'humidifier un peu la surface avant de mettre ça. Bon, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Mais vous pouvez aussi donc le faire avec les adjuvants donc, de reprise de bétonnage, les produits de reprise de bétonnage. Avant de mettre le nouveau béton, vous allez asperger donc, cette surface-là avec le produit donc, de reprise de bétonnage, qui est une sorte de colle qui va coller l'ancien béton avec le nouveau béton. Voilà. Pour les catégories de chantier, on a vu donc il y en a 3. Donc il y a 4 catégories chantier de petite importance. Donc, construction comportant au plus 2 étages, donc maximum de 2 étages, sur rez-de-chaussée et un sous-sol. Construction ne comportant que des éléments courants de portée limitée, sans porte-à-faux important, donc porte-à-faux particulier. Ok. Deuxième définition de ça. Catégorie concerne en particulier les maisons individuelles isolées et immeubles.
Les catégories B, donc c'est encore plus important. Donc cette catégorie concerne donc, les bâtiments de plus maximum, donc 16 étages, 16 niveaux. Voilà. Et la quantité de béton donc, peut dépasser donc, les 5000 mètres cubes. Alors, vous pouvez faire donc, un bilan. Donc après, quand on va faire peut-être l'année prochaine, donc la descente de charge, sur l'ensemble de votre immeuble, vous pouvez calculer la quantité de béton qui doit aller donc, dans cet immeuble-là. Donc, ouais, donc avoir des quantités de 5000 mètres cubes, donc c'est pas évident. C'est pas pour de petits chantiers. Catégorie C, donc c'est les grands ouvrages. Donc, catégorie concerne donc les immeubles, ouais, donc le plus niveau, les entrepôts industriels à forte charge et les complexes sportifs, donc les stades, ainsi de suite. Voilà. Donc ça demande, donc c'est les catégories C. Les ouvrages particuliers, donc aussi, qui sont affectés donc, à ces types de chantiers, hein, donc catégorie plutôt, PA, PBA, ainsi de suite, ok? Alors, lorsque l'entrepreneur qui exécute un chantier de faible importance, catégorie A, se conforme aux conditions de contrôle des bétons de la catégorie B ou C, telles que définies dans la clause 6, la limitation de la résistance caractéristique n'est plus donc applicable. Donc, on va limiter donc la résistance caractéristique. Béton prêté à l'emploi. Ça, c'est béton prêté à l'emploi à propriété spécifiée. Donc, mais ça, c'est suivant donc, cette norme-là. Catégorie, bon. Chantier catégorie A et B, C. En complément des essais de conformité auxquels doit procéder donc le producteur de béton dans le cadre de la norme, l'entrepreneur pourra limiter les contrôles de résistance du béton destiné à l'ouvrage à un prélèvement de type de béton au démarrage du chantier et ensuite à un prélèvement par l'eau. Chaque lot ne comportant qu'une formulation du béton et son volume n'excédant pas. Voilà. Chaque lot, donc, c'est une formulation. Donc, voilà. Béton de chantier à propriété ou béton prêt à l'emploi à composition prescrite. Bon, ça, c'est suivant l'ancienne norme. Suivant l'ancienne norme, bon, je ne regarde pas beaucoup ça. Vous avez donc ici catégorie A, catégorie B, ainsi de suite. Les débits donc, des différentes centrales de production en volume de malaxeur, débit possible, donc 15 mètres cubes par heure. Type de production pour les laboratoires, pour les chantiers, donc type de travaux, c'est pour les petits bâtiments, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les malaxeurs. Hein. Les malaxeurs, donc, lorsque vous faites donc, des ouvrages très importants, on met le béton donc, ici à l'intérieur. Non, c'est le béton qui... ça peut même sortir par là aussi, ça dépendra. Donc, on met le béton là, et puis donc, la pompe va pomper le béton à travers ce tuyau-là. Donc, voilà. Donc, ici, on l'a mis donc, en partie basse. Ça peut donc soit l'éradier, parce que vous mettez votre camion là, donc l'ouvrage à bétonner est en bas, vous mettez le camion là, et puis le béton va passer donc là, le tuyau, et va aller donc faire le bétonnage. Ensuite, donc, quand lui va terminer, un autre camion va venir donc accoster, ainsi de suite, comme ça. OK? Pour les grands ouvrages, parce que ça coûte cher, donc si vous devez le prendre, donc ça coûte très cher. Je crois que les grands entreprises en ont plusieurs camions. Ou bien, donc, ils peuvent faire sortir le béton par ça, par cette boulette qui est là. Okay, ils peuvent faire sortir le béton par cette boulette-là, on le met dans des récipients et puis on les transporte. Okay, s'il n'y a pas de pompe. Parce que tous les malaxeurs n'ont pas de pompe. Okay? Voilà. Ça peut être soit aussi en hauteur, donc ça peut être sur de grandes hauteurs. Au lieu de faire transporter le béton, comme on le fait donc souvent ici, on met dans des seaux, on les soulève, donc comme ça, on peut pousser donc, ces trucs-là qui vont pomper le béton donc sur une grande hauteur. Sans beaucoup de difficultés. Mais comme j'ai dit, donc c'est un coût. C'est un coût. Voilà. Ça, c'est un exemple. Voilà, je crois que c'est bon. Ça doit être bon pour le cours. Voilà. Donc, c'est bon pour le cours. Maintenant, alors, chapitre-là, je vais vous l'envoyer donc tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ce chapitre-là, donc, c'est pour vous préparer donc, à la vie, hein, donc, à la vie donc, dans les chantiers, parce que vous pouvez travailler dans les chantiers. Et il faut, en première année, donc, supposons que s'il n'y avait pas le Covid, donc, je vous dis par exemple, si vous sortez, donc, vous avez
trouver un stage quelque part pendant les vacances. La première des choses, les maçons, ils vont vous tester donc, par rapport au béton. Ce n'est pas par rapport à quelque chose de calcul parce qu'ils ne savent pas, mais ils vont vous tester par rapport à ça. Et il faudrait que vous connaissiez donc, ces notions-là. La cure, on doit faire la cure, développement des résistances, la cure doit se faire combien de jours, est-ce qu'on doit vibrer, comment on doit vibrer, donc le béton, donc l'étanchéité des coffrats, donc tout ça, le type de béton, donc tout ça. Vous devez aussi au moins de suivre, de comprendre cela. Des questions? Mariam, tu es là? Oui, monsieur. Ou tu dormais ou tu n'étais pas avec nous? Non, je suivais. Alors, Aïssatou Dieye, Alioune Badara Ndiaye, Abdelmajid Bachar, Aminata Bousso, HP, Ismaïl Mohamed Abdullah, JBR, c'est quoi celui-là? M Carré, M Ndiaye Junior, Ndiolengom, Pasika, Jenab Ndiaye. J'ai vu Ouri là. Où est-ce qu'elle est partie? Ouri, c'est pas Ouri comment? Je suis là, monsieur. C'est moi, HP. Ah, c'est toi, HP, ok. Attends, tu n'as pas demandé l'enregistrement. Bon. Donc, dans tous les cas, donc, il y a 3 personnes qui enregistrent. Ils vont vous partager les vidéos après. Aïssatou, Lyoun Badara et Aminata Bousso. Des questions? Ça marche. Donc, on arrête là jusqu'à vendredi prochain. Donc, on va voir. Ça peut être le dernier ou l'avant-dernier parce que je veux entamer avec vous le béton armé. Donc, alors, le cours de béton armé, donc vous êtes absent ici. Hein. C'est pas très grave, mais le cours de béton armé, si vous êtes absent là, ça risque de chauffer. Il y a beaucoup de formules là. Et puis, on va travailler sur Excel aussi. Allez, bon vendredi à tous. Merci.